soirée inaugurale de notre troisième saison de Café Politique. Merci à Gérard Leclerc qui a eu la gentillesse de venir à nouveau cette année, comme il était venu l'an passé, également pour inaugurer notre deuxième saison. Vous vous en rappelez, il nous avait parlé de la théorie du genre. Vous le savez, ces vidéos sont disponibles en permanence sur La Faute à Rousseau. Elles sont téléchargées, je vais vous en dire un petit mot tout à l'heure, régulièrement. Celle de ce soir le sera. Je remercie Paul, ici présent, qui ne veut jamais que je le fasse, mais je le fais à chaque fois. Donc, bonjour aussi à toutes les personnes, à tous nos amis. Bonjour ou bonsoir selon le moment où ils se connecteront. Alors, grande nouveauté cette année, par rapport à la première saison il y a 2 ans où on a lancé le café, par rapport à l'an passé où on s'est ouvert à de nouveaux orateurs. Cette année, nous avons décidé, et j'en remercie particulièrement Patrick Barrault qui est ici présent, nous avons eu une idée, plutôt que de faire 9 cafés politiques, nous ferons 9 cafés politiques, un par mois, le samedi, ici, à ce même Café Simon. Mais nous avons eu l'idée, plutôt que de faire 9 sujets indépendants, d'avoir un thème central. Et nous pensions au début faire une enquête sur la monarchie, et Patrick nous a dit, mais finalement, en fait, ça serait plutôt une enquête sur la République qu'il faudrait faire, sur le système qui échoue actuellement, on voit dans tous les domaines, dans l'éducation, dans l'économie évidemment, n'en parlons pas, la politique étrangère, etc. Alors, la nouveauté de cette année, ça sera que nos 9 cafés politiques tourneront tous autour de cette idée, le système, l'enquête sur la République, l'idéologie de la République française est-elle encore vivante? Et nous commencerons chronologiquement aujourd'hui avec Gérard Leclerc par les Lumières, dont on va voir avec lui qu'on en parle beaucoup, mais que personne ne dit jamais exactement ce que c'est, qui c'est, de quoi il s'agit. Alors, je ne vous redonnerai pas le programme, vous l'avez sur La Faute à Rousseau et le blog de la FRP. Je vous invite déjà juste à notre prochain rendez-vous qui sera le samedi 17 novembre, puis le samedi 15 décembre. Et vous aurez ensuite, vous les avez déjà d'ailleurs, mais il vous suffira de les regarder. Vous avez les sujets, on parlera de l'histoire, on parlera de l'immigration, de l'éducation nationale, de la crise, donc l'économie, la sous-culture, l'Europe, on parlera de la politique étrangère, et on parlera sur une idée de Jean-Baptiste Daunier, de Maurras, l'autre modernité, une autre modernité est possible. Et donc sur une année, nous allons réfléchir tous ensemble là-dessus. Alors donc, merci Gérard d'être venu nous voir. Alors, vous savez que nous avions eu déjà une reprise de contact le 1er septembre à Martigues, dans le jardin de la maison de Charles Maurras, pour le 60e anniversaire de son décès. Ensuite, la semaine dernière, nous étions à Dreux, autour du Prince Jean. Donc, nous recommençons maintenant, mais on ne s'était jamais véritablement arrêté. Il n'y a pas de vacances pour les militants, pas de vacances pour la diffusion des idées qui nous paraissent bonnes. Voilà. Alors, les changements, vous avez remarqué dans La Faute à Rousseau qu'il y en a eu quand même 3 majeurs. D'abord, il y a de nouveaux rédacteurs qui sont arrivés. Vous avez pu les voir, vous en verrez d'autres. Vous avez pu les lire plutôt, vous en verrez d'autres. Vous avez remarqué également, je tiens à les remercier au nom du président, au nom de toute l'équipe, celles et ceux parmi vous qui nous ont aidés financièrement, qui nous ont envoyé une contribution, une participation, parce qu'on vous l'a dit en toute franchise, en toute simplicité, au mois de juillet, au mois d'août. On a besoin d'un petit fonds de roulement, vous vous en doutez bien, rien n'est gratuit sur Terre. Alors on a lancé un appel, et tout à fait libre, et j'allais dire gratuit, non. Enfin tout à fait libre, La Faute à Rousseau est gratuit et le restera, mais ceux et celles qui veulent bien nous aider, et vous avez été nombreux à le faire déjà, j'espère qu'il y en aura encore d'autres qui le feront après. Donc merci à celles et ceux qui nous ont envoyé une participation, une contribution. Nous envoyons systématiquement un petit message de remerciement. Voilà, alors ces fameuses vidéos dont je vous parlais, eh bien, nous arrivons à 300 000 téléchargements. Donc, Gérard, tu fais partie du lot. Donc, sur le site Vimeo, sur lequel elles sont visibles. La Faute à Rousseau reste à un nombre élevé de participants, de lecteurs réguliers. Et quant à notre page Facebook, La Faute à Rousseau Royaliste, elle aussi, elle grandit. Elle arrive à 1500 personnes. Elle a été lancée il n'y a pas 8 mois. Donc, nous voulons 5000 amis au début, pour commencer, pour avoir une plus grande audience. On va y arriver, il faut que tout le monde s'y mette. Donc suggérez à vos amis autour de vous de postuler, de demander à être amis, et nous les intégrerons très volontiers à notre liste. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Président, tu dis un mot? Bonsoir. Nous sommes très heureux cette année de lancer donc une nouvelle formule des cafés politiques sur un thème, sur une formule thématique qui est l'enquête sur la République. Je suis persuadé l'enquête sur la République, je suis persuadé
qu'en lançant cette idée, on ouvre quelque part une boîte de Pandore et qu'elle va susciter un certain nombre de réactions. C'est tout à fait l'objet et le but de notre action et de notre démarche. Et je suis très heureux de saluer la présence de Gérard Leclerc pour initier ce thème sous la forme et sous l'enquête des Lumières. Je te remercie, Gérard. Voilà, là-dessus. Eh bien, je suis évidemment très heureux de me retrouver parmi mes amis de Marseille, mes amis provençaux, comme l'an dernier à la même époque, pour inaugurer ce nouveau cycle. Alors, le sujet qui m'a été proposé, il m'impressionne évidemment parce qu'il est, je dirais, de nature océanique. Les Lumières, c'est énorme. Les Lumières, c'est énorme, et pourtant on en parle tout le temps. On en parle souvent en tout cas. Et quand on en parle, je dirais, d'une façon révérentielle. Il est très très malvenu de critiquer les Lumières. Je me souviens, il y a déjà pas mal de temps, je crois que c'était déjà pendant les années 80, pas mal de gens étaient tombés sur le cardinal Lustiger, qui avait eu le malheur d'émettre quelques réserves sur les Lumières. Évidemment, ces réserves n'étaient pas mineures, parce que le cardinal reprochait justement à l'âge des Lumières de s'être éloigné de la révélation chrétienne. C'est une des marques des Lumières que cet éloignement du christianisme, en fait, on dirait aujourd'hui du judéo-christianisme. Et ça me fait penser à ce que me disait un ami très cher qui est malheureusement disparu, qui était un grand historien du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui s'appelait Michel Arveillé. Je l'avais rencontré, pas à cause du XVIIe et du XVIIIe, parce qu'il était par ailleurs un des grands spécialistes de Léon Blois, et nous trouvions là un terrain d'accord. Mais en même temps, Michel Arveillé était un très très bon spécialiste du XVIIe et du XVIIIe, et notamment spécialiste du jansénisme. Et effectivement, on comprend mal, on ne peut pas comprendre le XVIIe et le XVIIIe, et notamment l'enchaînement entre le XVIIe et le XVIIIe, si on n'a pas cette coordonnée-là extrêmement précieuse du jansénisme. Et un jour, j'avais entendu Michel Arveillé expliquer la différence en fait entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Et cela au travers de la querelle Pascal-Voltaire. Il disait, bon, vous connaissez peut-être le texte de Voltaire à propos de Pascal. Visiblement, nous sommes devant deux personnages qui appartiennent à deux univers complètement différents, complètement hétérogènes. Et univers qui ne sont pas seulement, je dirais, intellectuels, philosophiques, mais qui sont fondamentalement religieux. Pascal appartient au XVIIe siècle que Daniel Robbs définissait comme le siècle des âmes. On parle du grand siècle, mais ce grand siècle, évidemment, c'est le siècle, pour nous, c'est le siècle de Louis XIV, mais c'est aussi le grand siècle en ce qui concerne particulièrement la France, c'est un siècle de renaissance religieuse assez extraordinaire. Je pense à la figure de Bérulle, je pense à la figure du cardinal de Bérulle, je pense à Saint Vincent de Paul, je pense à la renaissance du Carmel, avec Mère Accarie, etc. Donc le XVIIe siècle, c'est un grand siècle spirituel, ce qui n'est pas le cas du XVIIIe siècle. Et sans doute que la fracture principale, la fracture abyssale est là. Pascal et Voltaire appartiennent à deux mondes différents. Pascal appartient à un monde, je dirais, fondamentalement religieux,
Et Voltaire appartient à un monde qui a eu la volonté de rompre, je dirais, non seulement intellectuellement, mais aussi existentiellement, avec ce qu'il avait précédé, avec l'âge religieux qu'il avait précédé. Et cette rupture ne s'est pas faite sans mal, parce que cette rupture, elle est dans les familles. Quand je pense à Voltaire, je pense forcément à cette inimitié qu'il a avec son frère, et qui est un fervent janséniste. C'est vrai aussi de Diderot, hein, le maître d'œuvre de l'encyclopédie, qui a un frère qui est prêtre. Et entre les deux frères, ça n'a jamais été. Il faut dire que je pense que le petit frère qui était prêtre, tout prélat, il n'était pas commode du tout. Il n'a jamais supporté ce qu'il considérait être la dérive du grand frère. Tout cela pour vous dire que, oui, le XVIIIe marque une rupture avec le XVIIe siècle, le siècle des saints. C'est l'entrée dans un nouveau monde, dans un autre monde, un monde, on dirait, aujourd'hui sécularisé. C'est un monde qui veut vivre en dehors de cette inspiration religieuse qui, depuis la christianisation de l'Europe, avait donné son cadre existentiel à la civilisation. Mais en même temps, si je dis ça, je ne suis pas complet. Parce que les Lumières, ça n'est pas seulement l'anti-religion. Ce n'est pas seulement l'anti-religion, c'est bien d'autres choses. Et même l'anti-religion, l'esprit anti-religieux, il n'est pas propre à l'ensemble de l'Europe. Il est propre à la France. Le courant, ce qu'on appelle le courant des philosophes, est foncièrement anti-religieux, mais si vous pensez à ce qui se passe en Grande-Bretagne, il peut y avoir des analogies, mais vous n'avez pas cet anti-christianisme profond et virulent. Si vous passez à l'Allemagne, ça n'est pas le cas non plus. Le cas français est spécifique. Certes, le cas français, il va déteindre, il va s'étendre sur l'Europe, mais on ne peut pas dire que tout le XVIIIe siècle soit foncièrement anti-religieux. C'est une caractéristique proprement française. Et puis en même temps, les Lumières, c'est beaucoup de choses. Les Lumières, c'est, comment dirais-je, c'est l'ouverture aux sciences et aux techniques. C'est l'ouverture aussi, je dirais, au monde. Depuis le XVIe siècle, effectivement, on a eu une mondialisation qui n'a cessé de grandir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est à l'origine de cette mondialisation? Ce sont les religieux, les ordres religieux qui sont partis à la conquête du monde. Et si Voltaire pouvait se targuer comment dirais-je, de cosmopolitisme, il le devait largement à ses maîtres jésuites qui étaient partis évangéliser le monde et qui avaient de ce fait élargi la conscience occidentale aux dimensions de la planète. Donc les Lumières, c'est beaucoup de choses. Et alors là, je vous réfère je me réfère et en même temps, je vous recommande un livre ancien déjà de Pierre Chonu, cet historien admirable, qui a fait un livre, c'est dans les années 70, je crois, qui s'appelle « La civilisation de l'Europe des Lumières ». C'est un merveilleux livre dont François Furet me disait d'ailleurs que c'était peut-être le meilleur de Chonu. Il m'a dit où il avait développé toute son imagination. Il n'y a pas de grand historien sans grande imagination. Et là, il avait développé toute son imagination qui était puissante. Et en même temps, ses ressources d'érudition qui étaient tout à fait infinies. Et là, on a un livre superbe qui nous met vraiment à la dimension de ce qui s'est passé dans ce siècle. Et je dirais, dans ce siècle,
il faudrait nuancer d'ailleurs considérablement, parce que d'une certaine façon, les Lumières commencent au XVIIe siècle. Comment il s'appelle, Hazard, Paul, comment il s'appelait Paul Hazard, où il a fait un superbe livre sur le renversement intellectuel, anthropologique, religieux qui s'était produit, mais la rupture se passe au XVIIe siècle. Un certain nombre des grands écrits, des grands penseurs qui vont inspirer les Lumières sont du XVIIe siècle. Je pense à quelqu'un, notamment comme Spinoza, même à Leibniz en Allemagne, et puis un certain nombre de grands penseurs anglais, Hobbes, Locke, etc., qui sont surtout qui tirent du côté du XVIIe siècle. Et puis aussi, dit Chenu, tout le monde ne vit pas au même rythme. En fait, il y a des décalages horaires, si j'ose dire, qui font que l'Angleterre vit 15 ans avant la France. Et que la France, elle vit peut-être avant l'Allemagne à ce moment-là, et tout en... les Lumières, ça n'est pas, on ne peut pas définir ça d'une façon statique. Il y a des tas de coordonnées qui font que nous avons affaire à un univers extraordinairement complexe. Et on peut être, je dirais, un excellent chrétien en étant un homme des Lumières. C'est une chose qui m'a toujours frappé, notamment quand je réfléchis à certaines grandes personnalités royales, enfin nos rois. Quand je pense à Louis XV et à Louis XVI, nous avons affaire à des hommes des Lumières, typiquement à des hommes des Lumières. Et je pense que Louis XV et Louis XVI étaient beaucoup plus hommes de Lumière que ne l'étaient Robespierre ou Saint-Just ou les grandes figures de la Révolution, parce que l'un et l'autre étaient des esprits universels avec un énorme appétit de connaissance. Louis XV à Versailles avec sa salle de débat de monde, cette connaissance du monde. Louis XVI aussi, on connaît le mot de Louis XVI au bas de l'échafaud, a-t-on des nouvelles de M. Lapérouse, parce que Louis XVI avait quasiment organisé, prévu et programmé le voyage de Lapérouse. Donc il était passionné par l'exploration du monde. Et puis Louis XVI, enfin ça c'était une des découvertes des Giraud de Coursac qui ont voué toute leur vie à Louis XVI. Ils avaient montré que c'était le jeune Louis XVI était une espèce de surdoué, comment dirais-je, habile dans tous les domaines du savoir. Et Louis XVI avait lu aussi la philosophie politique il avait lu Hobbes, donc il connaissait la pensée politique du temps. Et donc, si vous voulez, ma conviction est que Louis XV et Louis XVI sont franchement des hommes des Lumières. Et à ce moment-là, on peut définir les Lumières non pas par l'esprit anti-religieux, qui fait partie incontestablement des Lumières, mais on peut définir les Lumières justement par cette avancée du savoir, des sciences, cet appétit de connaissance, cette appétence rationnelle pour mieux comprendre les choses et notamment pour mieux comprendre le monde de la politique. Il est certain que la réflexion politique, à partir des grands penseurs du XVIIe siècle, s'est considérablement renforcée, affinée au XVIIIe siècle et dans les sens les plus divers. Alors, on a, en France, évidemment, c'est une thématique qui nous est familière parce qu'on nous a appris, notamment à l'école, enfin, quand on apprenait un peu sérieusement l'histoire à l'école, l'histoire de France, on nous a expliqué qu'il y avait un lien direct entre la Révolution française et les grands penseurs du XVIIIe siècle français, comme Voltaire et Rousseau. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai en ce sens que Voltaire et Rousseau ont préparé intellectuellement la France à une mutation, je dirais, une mutation des esprits, une mutation philosophique. Et c'est faux dans la mesure où je suis intimement persuadé que aussi bien Rousseau que Voltaire auraient désavoué la Révolution française.
savez que vous avez entendu parler d'un personnage tout à fait singulier qui s'appelle Rivarol et qui était un anti-révolutionnaire, mais disciple direct de Voltaire. Et moi je pense que Voltaire vivant sous la Révolution, c'est Rivarol. Et je pense que Voltaire aurait été aussi anti-révolutionnaire que l'a été le voltairien Rivarol. Quant à Rousseau, dont on fait évidemment le grand penseur subversif à cause d'un petit bouquin, évidemment, qui a une importance intellectuelle considérable, qui s'appelle Le Contrat social. Moi, je suis intimement persuadé que Rousseau, devant la boucherie de la Bastille, se serait enfoui à toutes jambes, et que devant la terreur, il aurait passé la frontière suisse à la plus grande vitesse. Donc, il faut faire très attention que la plupart de ceux qu'on appelle les philosophes, sur le terrain politique, ils n'étaient pas du tout républicains. Voltaire a une énorme admiration pour la monarchie française, et notamment pour Louis XIV, dont il a fait l'apologie dans un livre d'ailleurs tout à fait intéressant. Quant à Rousseau, c'est un formidable réactionnaire. On nous l'a présenté comme un subversif dans la moelle, alors que Rousseau, c'est un conservateur. Il le dit, il est contre les réformes qui vont à l'encontre des habitudes millénaires. Il pense même, il va très loin, Rousseau, dans son esprit réactionnaire, il pense même que les arts et les sciences sont un recul pour la civilisation, sont une source de corruption des mœurs et des esprits. Il est foncièrement réactionnaire, peut-être écolo avant la lettre. Il est contre les grandes concentrations urbaines. Et contrairement d'ailleurs à Voltaire, il n'a aucune admiration à l'égard de la commerçante et libérale Angleterre. Pour qui Voltaire, je crois que c'est dans son dictionnaire philosophique, a des pages formidables à l'encontre de cette Londres commerçante, etc., où tous les peuples du monde, toutes les religions, etc., s'accordent, mais parce qu'il y a là le commerce pour mettre tout le monde d'accord, ce que Montesquieu appellera, je crois, le doux commerce, le doux commerce qui est censé apaiser les mœurs. Ça c'est ce que pensent Montesquieu et Voltaire, mais ce n'est pas du tout ce que pense notre ami Jean-Jacques Rousseau. Donc il faut faire très très attention à la récupération dont ces auteurs ont été par la suite l'objet. Et ça me fait penser d'ailleurs, puisque François a ramené un de mes articles récents, là, paru dans Royaliste, à propos du formidable livre que Jacques Julliard vient d'écrire sur l'histoire de la gauche, ou plus exactement des gauches. Je vais vous lire quelques lignes de Julliard que j'ai repris dans mon papier, parce que ça me paraît tout à fait caractéristique de l'usage postérieur qui a été fait de la pensée des Lumières. Le XVIIIe siècle, écrit Julliard, le XVIIIe siècle de gauche est une pieuse légende républicaine. Le résultat d'une reconstruction historique où chacune des composantes est effectivement présente, mais a été choisie en fonction du résultat recherché. De même que notre idée de la République française a varié à chaque époque qui l'a suivie, de même le XVIIIe siècle, celui qui a cours aujourd'hui, est le résultat d'une double reconstruction. D'abord, celle qu'a opérée la Révolution elle-même, qui est allée se chercher des ancêtres du côté de Voltaire et de Rousseau, puis le bloc 18e Révolution a fait l'objet d'un réemploi ultérieur, notamment sous la Troisième République. Comme on disait en Union soviétique, par allusion aux retouches successives apportées à la révolution bolchevique, on ne sait jamais de quoi hier sera fait. Je trouve cette expression tout à fait délicieuse. On ne sait jamais de quoi hier sera fait, parce que le passé est précisément objet de réappropriation et de manipulation idéologique en fonction des besoins et des nécessités idéologiques du jour. Donc, tout cela pour vous dire que nous sommes, avec le XVIIIe siècle, devant, devant un univers infiniment complexe, et singulièrement sur le terrain politique. La plupart des
des penseurs politiques, en fait, sont pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le despotisme éclairé. Si bien Diderot, Voltaire, ils ont tous fricoté plus ou moins avec les monarques de l'époque, essayant d'être les conseillers, les conseillers du prince. Et, il n'y a pas d'annonce prochaine, d'une façon ou d'une autre, d'un régime républicain qui aurait leur préférence. Non, la République va naître dans un autre contexte dont nous dirons quelques mots plus avant. Alors, cette complexité, je reviens sur le terrain proprement philosophique pour essayer de l'illustrer encore. Quelle conception a de l'homme le XVIIIe siècle? Quelle anthropologie philosophique ressort du XVIIIe siècle? C'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Parce que il y a des courants pluriels. Et pour simplifier à l'extrême les choses, je dirais par exemple qu'il y a le courant matérialiste. Et puis il y a un courant qui est beaucoup plus spiritualiste. Alors le courant matérialiste, c'est le courant qui se réclame de Condillac, d'Helvétius, Lamétrie, qui sont, je dirais, tous des matérialistes épais. Et pour qui l'homme est une machine. Et en fait, il n'y a pas de ce que Heidegger appellerait de différence ontologique. Entre l'homme et la nature. Saint Thomas d'Aquin parle de la, comme tous les grands penseurs chrétiens d'ailleurs, parle de la nature, il parle de la nature humaine. Quand il parle de la corporéité, il parle d'une corporéité tout à fait singulière, d'une corporéité psychique. Le corps, la chair de l'homme, ça n'est pas n'importe quelle partie de la nature. Notre chair, la chair humaine, qui est la chair du Christ, c'est une chair sacrée. Et bon, il y a un grand philosophe contemporain qui a tout à fait repris ça à son compte, qui s'appelle Michel Henry, un formidable philosophe contemporain qui a enseigné toute sa vie à Montpellier et qui a fait des choses magnifiques là-dessus. Une phénoménologie de la chair qui était d'ailleurs reliée à une étude approfondie de Saint Jean. Eh bien, bon, voilà. Et la conception de la nature et de la nature humaine du XVIIIe siècle, ça n'est plus du tout cela. Et d'ailleurs, ce mot de nature, qui est si courant que l'on trouve sous la plume de tous les grands écrivains, de tous les philosophes du XVIIIe siècle, elle a une saveur particulière. Ça n'est plus la nature, la natura. Ça n'est même plus la physis des Grecs, ça n'est plus la nature de saint Thomas d'Aquin. C'est une nature qui est, comment dirais-je, qui est mesurée à l'aune des sciences physiques et de la mathématique. On est dans évidemment le développement de la science moderne avec Newton, notamment, a eu un grand retentissement dans l'ordre proprement philosophique. Le mécanicisme a imprégné toute la pensée du XVIIIe siècle, et cela peut mener ce matérialisme épais dont je vous parlais, celui de Lamétrie et d'Helvétius. Mais certains très bons spécialistes du XVIIIe siècle disent que ça n'est pas forcé. En fait, il peut y avoir d'autres aboutissements philosophiques. Et ça nous amène à un autre pôle du XVIIIe siècle, qui est le pôle Rousseau-Emmanuel Kant. Aussi bien Rousseau, alors vous savez que Rousseau était très, très ennemi, s'est opposé d'une façon frontale aux philosophes du français de l'époque. Et il y a chez Rousseau, bien que ce soit terriblement équivoque chez lui, voire le vicaire Savoyard, dans ses confessions,
Mais il n'empêche que chez Rousseau, il y a une véritable ouverture spirituelle, bien supérieure à celle du déiste Voltaire et aux autres. Et le grand philosophe allemand-prussien, l'homme de Nietzsche appellera, je crois, le sage de Königsberg, Emmanuel Kant n'est pas du tout un matérialiste. Au contraire, pour lui, le propre de l'humanité, c'est de s'émanciper de la nature. Hein, et ce qui domine la philosophie kantienne, c'est la raison pratique, et la raison pratique est fondée sur les impératifs de la conscience. Et nous avons donc là un autre philum, si vous voulez, un autre fil qui nous permet d'entrer dans le XVIIIe siècle, qui n'est pas celui d'Helvétius et de Condillac, mais qui est, je dirais, tout à fait spiritualiste. Cette ambivalence, je la retrouve aussi dans le domaine de la pensée politique. Le domaine de la pensée politique, avec notamment ce que j'appellerais les doctrines du contrat social, dont on peut retrouver plus ou moins l'origine d'ailleurs chez Machiavel, mais surtout, enfin, la notion de contrat sera thématisée principalement par le grand philosophe Hobbes dans le Léviathan. Alors, il y a évidemment une théorisation extrêmement intéressante, je ne vais pas reprendre ça parce que ça nous amènerait trop loin, déjà l'heure tourne. Je ne vous emmènerai pas dans les théorisations du contrat de Hobbes et des autres, et même de Rousseau, simplement pour dire qu'il y a là une ambivalence, pourquoi, du politique. Parce que chez Hobbes, par exemple, vous avez une conception tout à fait pessimiste de la nature humaine. Ce qui domine les rapports humains, c'est la violence. Et l'État va intervenir, l'État Léviathan va intervenir pour brider cette violence qui est inhérente aux rapports humains. Et donc, ça va nous donner ces doctrines du contrat qui vont refonder la société, qui va, comment dirais-je, s'émanciper des liens de ces liens de nature primitive violents, pour aboutir à une société beaucoup plus policée à travers un contrat que vont contracter, comme le nom l'indique, les citoyens. Alors, cette notion de contrat, elle est aussi terriblement ambivalente parce qu'elle a, je dirais, des potentialités largement totalitaires. Et c'est là où, à partir du XVIIIe siècle, deux courants de pensée se mélangent, s'entrepénètrent, se distinguent aussi, et vont de plus en plus se distinguer. Un courant totalitaire, ce courant totalitaire, il va se manifester à travers la Révolution française et ce que François Furet a très très bien décrit dans ses livres, en fait, cet emballement qui va nous conduire à la terreur et au gouvernement révolutionnaire de la Convention et du Comité de salut public. Et évidemment, cela aura des suites aussi parce que Lénine sera un farouche admirateur de la Convention et voudra prolonger en fait ce que la Révolution n'a pas accompli. Et d'ailleurs que tous les grands, comment dirais-je, tous les grands historiens du courant, ce qu'on appelle la théorie classique de la Révolution française, que ce soit Michelet, Quinet et compagnie, tous pensent qu'il y a eu quelque chose d'inabouti dans la Révolution française, et ils reprochent en quelque sorte ça nous paraît singulier aujourd'hui, mais ils reprochent à Robespierre d'avoir brisé en fait l'élan de la Révolution. Et pourquoi Robespierre a brisé l'élan de la Révolution? Parce que Robespierre a brisé l'élan de la déchristianisation. C'est une chose qu'on a
parfois, enfin, qu'on a complètement oublié, même dans l'enseignement scolaire, et je dirais même dans l'enseignement religieux. C'est que ce qui marque la période la plus dure de la terreur, ça n'est pas seulement la terreur, mais c'est aussi un mouvement forcené de déchristianisation. Je me souviens qu'un jeune historien, j'avais été très marqué dans les années 70 par un jeune historien tout à fait gauchiste qui avait écrit un petit livre tout à fait suggestif qui s'appelait la révolution culturelle de l'an 2. Et ce titre, évidemment, il avait une analogie évidente avec ce qui se passait chez Mao Tse-tung à ce moment-là. Il voulait arracher son pays à toutes ses traditions confucéennes ou autres. Eh bien, effectivement, le grand modèle, c'était ce qui s'était passé en 93 et 94 en France, où on a voulu arracher le pays à son christianisme. On a voulu arracher tous les insignes religieux. On a fermé toutes les églises, d'ailleurs pas seulement toutes les églises, les temples ont été fermés aussi, les synagogues à l'époque ont été fermées. On a affaire à un mouvement extraordinairement radical et on ne peut pas s'empêcher d'établir une généalogie entre cette violence extraordinaire et une certaine pensée des Lumières. Mais en même temps, c'est vrai que, s'originant dans les Lumières aussi, il y a un courant contre-terroriste, si j'ose dire, qui est le courant libéral. Et le courant libéral peut se réclamer d'un Montesquieu, un peu d'un Voltaire d'ailleurs, par certains aspects, et ce courant libéral, il va se refonder au XIXe siècle avec des personnages tout à fait éminents, même Chateaubriand. Chateaubriand qui est un royaliste légitimiste, mais qui est en même temps un libéral, partisan d'une monarchie tempérée. Ce sera le fait aussi de Madame de Staël, qui est une sacrée bonne femme et une grande philosophe politique. Ce sera Benjamin Constant, ce sera Guizot, etc. Ce seront ces gens-là qui tireront des Lumières une pensée libérale qui veut faire l'économie du terrorisme révolutionnaire. Oui, donc, formidable ambiguïté des Lumières qui peuvent produire aussi bien ce courant terroriste que ce courant libéral. Mais, et là j'atterris un petit peu sur votre thème d'année directement, parce que les Républicains, la République française, va être marquée, va avoir énormément de mal dans le contexte et dans la culture française à s'arracher, je dirais, au côté le plus radical des Lumières et de la Révolution française. C'est le courant jacobin, foncièrement lié au courant anti-religieux, et comme le reconnaît Jacques Julliard dans cette formidable somme sur les gauches françaises, parce que lui il distingue 4 courants de gauche, mais il dit quand même que ce qui a très longtemps caractérisé la gauche jusqu'à peu près au milieu du XXe siècle, c'est un anticléricalisme et un antichristianisme foncier. Et si vous voulez, la culture politique française jusque dans les années 60 va être marquée aussi par un alignement sur le marxisme qui aura terriblement, qui lui-même s'est inscrit dans la tradition révolutionnaire française, et quelqu'un comme Jean-Paul Sartre est tout le contraire d'un penseur libéral. Donc il y a, si vous voulez, il y a cette caractéristique profondément intégrée dans notre histoire intellectuelle qui nous rattache à ce qu'il y a de plus dur, voire de plus totalitaire dans certains aspects de la pensée, dans la pensée du XVIIIe siècle. Je voudrais encore reprendre cette thématique de deux façons. Rebondir de deux façons. Il se trouve qu'il y a 15 jours, j'étais
puisque je viens de parler de Chateaubriand. J'étais chez Monsieur de Chateaubriand à Combourg, où je vais à peu près tous les ans, puisque je fais partie d'un jury qui accorde tous les ans un prix Combourg. Et cette année, le prix Combourg a été accordé à Reynald Secher. J'ai entendu parler de Reynald Secher, qui a joué un rôle considérable dans l'historiographie contemporaine, parce que c'est lui qui véritablement a révélé un scandale qui était enfoui, qui est le scandale de l'extermination de la Vendée. Et j'avoue que dans ce lieu extraordinaire qu'est le château de Combourg, là même où Chateaubriand a décrit dans la page la plus célèbre des Mémoires d'outre-tombe la déambulation de son père, etc. Bon, malheureusement, il y a eu une restauration au XIXe siècle qui fait que cette grande salle décrite par Chateaubriand a été coupée en deux. Bon, on peut imaginer quand même les choses, et c'est dans ce salon, en tout cas, dans une partie de cette grande salle, qui est remis le prix Combourg. Et là, j'ai assisté à une espèce de joute oratoire extraordinaire entre Reynald Secher et comment il s'appelle, Barbier, le directeur de l'Express. Christophe Barbier, avec son écharpe rouge, que vous connaissez bien, célèbre. Il y a eu une joute extraordinaire entre les deux à propos du génocide vendéen. Barbier expliquant qu'il avait été profondément touché par le dernier livre de Reynald Secher, mais tout de même, comment dirais-je, freinant des cas de fer pour dire quand même, non, génocide, c'est un mot un peu fort, etc., essayant de sauver, comment dirais-je, la pureté républicaine de cette tâche indélébile, ce qui nous a donné lieu à un débat extraordinaire, parce que Barbier a parlé très longtemps, il a parlé une demi-heure, et Secher lui a répondu aussi longtemps, et Barbier a été obligé de reconnaître que Secher avait raison sur toute les lignes. Il y a eu une volonté exterminatrice de la Vendée, qui n'a pas été d'ailleurs jusqu'au bout, parce que dans les plans primitifs, il s'agissait d'exterminer 800 000 personnes. En fait, toute la zone, qui comprenait à peu près 800 000 personnes, qui était une menace pour la République, pour la Convention, il s'agissait d'exterminer ces 800 000 personnes de la façon la plus systématique. Et d'ailleurs, alors ça, j'ai appris ça de la bouche de Secher, j'ignorais ça parfaitement, c'est que encore aujourd'hui, les lois terroristes, les lois qui ont ordonné le génocide vendéen n'ont pas été abrogées par la République. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui dans notre législation républicaine des lois génocidaires. Cela est si vrai que l'affaire a été portée par le sénateur vendéen Retailleau à la commission des lois du Sénat, qui est à majorité de gauche aujourd'hui, et la commission des lois du Sénat a reconnu avec un certain effarement que c'était vrai, et donc il s'agissait de purger au plus vite la législation républicaine de ces lois génocidaires. Alors tout ça pour dire que voilà un autre aspect terroriste des Lumières qu'on ne peut pas, comment dirais-je, marquer aux pertes et profits. Non, c'est un scandale de notre histoire. Alors un autre élément que je voudrais faire ressortir, parce que je crois qu'il a des incidences philosophiques et politiques aujourd'hui extrêmement importantes pour nous. Je vous parlais du courant matérialiste du XVIIIe siècle. Il faut bien voir que ce courant s'est prolongé jusqu'à nous. Une certaine conception de l'homme, une certaine conception de la corporéité humaine, qui fait que celle-ci est un matériau, en fait, est un matériau à disposition. Et alors là-dessus, je vous renvoie à un auteur parfaitement réactionnaire, mais qui a une œuvre considérable derrière lui, qui est le seul à avoir labouré ce terrain, et il s'agit d'un universitaire, qui a fait une carrière tout à fait normale, qui s'appelle Xavier Martin. Là, je vous recommande très très vivement de vous reporter à l'œuvre de Xavier Martin, parce que vous avez chez lui des milliers de citations
puiser chez les meilleurs auteurs du XVIIIe siècle, qui attestent de ce courant à la fois, je dirais, matérialiste, anti-humaniste, et voire même misogyne des Lumières. Et on comprend que l'explosion révolutionnaire correspond à toute une préhistoire philosophique qui nous a amenés là. Et alors, Xavier Martin notamment fait la généalogie de ce courant à travers la Révolution, le consulat, l'Empire et le XIXe siècle. C'est que sous le consulat, vous avez un courant intellectuel qui se détache et qui assume la continuité du courant matérialiste du XVIIIe siècle. Ce courant, on le qualifie de courant des idéologues. Et la figure majeure de ce courant, c'est d'Estude de Tracy. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous est commun, mais c'est un nom extrêmement important, je dirais, dans la généalogie républicaine. D'Estude de Tracy, c'est l'homme qui assume la transition entre le XVIIIe siècle matérialiste et ce que sera le positivisme du XIXe siècle, notamment avec le comte de Saint-Simon, fondateur du Saint-Simonisme, et notre ami, entre guillemets, Auguste Comte. Vous avez là une continuité qui, à mon sens, des conséquences considérables. Parce que je vais très vite, je vais au terme de ma démonstration. Vous avez entendu parler tous, peu ou prou, de ce qu'on appelle le mythe du cyborg. Cyborg, C-Y-B-O-R-G. Qu'est-ce que c'est que le mythe du cyborg? C'est le mythe, en fait, d'une reconstruction intégrale de l'homme, de la nature humaine. Étant entendu que l'on peut dire que l'homme est malléable et reconstructible à souhait. Et donc on va pouvoir démonter l'homme comme une mécanique et le remonter eh bien, pour en faire un tout autre homme, un tout autre comment dirais-je, un tout autre être, un tout autre personnage. C'est le mythe du cyborg, c'est le mythe d'un homme complètement artificialisé, dont on peut faire n'importe quoi et qui éventuellement pourra être en quelque sorte immortalisé. Donc le mythe du cyborg consiste à nous sortir complètement de notre finitude, de la finitude de notre corporéité, pour refabriquer à souhait un homme complètement artificialisé. Et bien ça aussi, c'est la continuité d'un courant XVIIIemiste extrêmement fort, qui se poursuit jusqu'à nous et qui pour moi est terriblement menaçant parce qu'il est présent dans la recherche, il est présent dans la médecine, il est présent dans la tête d'un certain nombre de gens, et dans la mesure où, comme on dit aujourd'hui, on veut en finir avec la civilisation judéo-chrétienne, et bien quand on coupe avec la civilisation judéo-chrétienne, et bien on arrive à ce genre de choses. Moi, quand j'entends ça, quand j'entends qu'on va se couper de la civilisation judéo-chrétienne, je dis qu'au XXe siècle, il y a une bande de canailles qui a entrepris la rupture définitive avec le judéo-christianisme, et cette bande de canailles, c'était la bande d'Hitler. C'était la bande de nazis. Ce sont les gens, des nazis, ce sont les gens qui ont été au plus loin dans cette volonté de rompre avec les principes, les interdits même du judéo-christianisme. Et évidemment, quand on rompt avec ces principes et ces interdits, on se trouve devant une humanité nouvelle, une humanité inhumaine. Ça, c'est le mauvais côté du XVIIIe siècle, c'est le cauchemar du XVIIIe siècle, mais je vous ai dit qu'il y avait un autre XVIIIe siècle possible, qui était le XVIIIe siècle libéral, qui était le XVIIIe siècle d'un certain Rousseau et d'Emmanuel Kant, avec lesquels j'ai d'ailleurs personnellement des différends philosophiques et théologiques, mais n'empêche qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres courants beaucoup plus intéressants.
intéressant, philosophiquement, religieusement, même socialement. Je repense à tout ce que peut dire dans son livre, merveilleux livre, mon ami Jacques Julliard. Donc là encore, je ne veux pas, comment dirais-je, je ne veux pas que vous restiez malgré tout ce que j'ai pu te dire de terrible, de désagréable au XVIIIe siècle. Je n'ai pas une conception manichéenne du XVIIIe siècle. Je pense que c'est un siècle extraordinairement riche, extraordinairement intéressant, mais qui est capable, pour la postérité, de dégager le meilleur et le pire. Et lorsque la République, aujourd'hui encore, se réclame des Lumières, etc., eh bien précisément, elle a affaire à cet héritage formidablement ambigu. Le problème est de savoir ce qu'elle en tirera, ce qu'elle en sortira. Et bon, il y a des choses, moi, qui aujourd'hui m'inquiètent terriblement, dans la mesure où il y a pour moi, des initiatives aujourd'hui dans l'ordre éthique, dans l'ordre bioéthique, dans l'ordre de ce qu'on appelle le mariage pour tous, qui représente des ruptures anthropologiques extraordinairement graves, et ça c'est le mauvais côté, c'est le cauchemar du XVIIIe siècle. Voilà. Alors, j'ai quand même été extraordinairement schématique, j'ai essayé de vous... comment dirais-je, de vous faire une analyse à grands traits pour essayer de définir les défis que nous impose cet héritage des Lumières. Et maintenant, je suis prêt, évidemment, à en discuter avec vous et à éventuellement répondre à vos objections. Alors je crois qu'on ne peut que remercier et féliciter Gérard, qui a été particulièrement brillant une fois de plus. Tu nous avais dit l'essentiel d'en passer sur la théorie du genre. Tu as récidivé pour le meilleur cette fois-ci. Alors, pour le débat, comme d'habitude, vous posez des questions courtes, et puis ensuite vous laissez parler les autres. Tout le monde a envie de parler. Alors, qui veut? Solange va commencer, et après Patrick. Alors Solange, allez-y. Merci de cette conférence extrêmement brillante, intéressante. Je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, de l'apparition de la franc-maçonnerie, des lois d'Anderson au XVIIIe siècle, et de tout ce qu'elle a apporté au XVIIIe siècle, et actuellement, ce que sont les gouvernants invisibles. Alors là, oui, c'est un autre café politique. C'est une énorme question. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre avec la science nécessaire, mais je pense qu'effectivement, les courants, pas tous les courants de la franc-maçonnerie, parce que dès le départ, il y a une division de la franc-maçonnerie. Et il y a comment dirais-je, une maçonnerie latine qui est beaucoup plus rationaliste, anti-chrétienne, et puis il y a la maçonnerie d'outre-Manche, qui est d'inspiration spiritualiste. Et les deux courants aujourd'hui coexistent même en France, où nous avons le Grand Orient qui assume tout à fait la tradition, je dirais, latine, et puis la Grande Loge de France, qui, elle, est plutôt dans une visée spiritualiste. Mais il est certain que les courants maçonniques ont été très mêlés à ce que j'ai dit, enfin aux grandes tendances que j'ai définies tout à l'heure, et que et l'histoire de la maçonnerie est solidaire de toute cette histoire de lumière. Patrick. Excusez-moi. Attendez, Patrick. Vas-y. Non, sur la question précédente, je voudrais juste ajouter quand même que le Grand Orient de France a été dirigé par des princes du sang jusqu'à la Révolution française. Donc elle était complètement intégrée dans le système. Comme en Angleterre, où c'est toujours un membre de la famille royale qui dirige la Grande Loge Unité d'Angleterre. Bon. Non, ce que je voulais évoquer par rapport à ce matérialisme corporel, il y a un nom que je n'ai pas entendu, qui est celui de Sade. Et j'ai toujours été étonné de voir la gauche revendiquer Sade, alors que sa filiation me semble plutôt, comme Pasolini l'avait montré, vers le fascisme, voire vers le nazisme. Donc il me semble, là il y a un bon exemple de ce matérialisme, ce rapport complètement, cette réification du corps qui est tout à fait typique de cette période. Alors.
Alors vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, quand je réfléchissais un petit peu à ma conférence, j'avais l'intention d'en parler, puis je me suis dit, bon, on va élaguer un petit peu, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Si vous voulez, il y a cette conception de la nature, de la corporéité, 18e, elle trouve son aboutissement chez Sade. Je crois qu'il y a 2 ans, le journal Le Monde, avait décidé de republier un certain nombre de romans, dit-on, érotiques du XVIIIe siècle, notamment Diderot, Les bijoux indiscrets, etc. Et puis, ils ont réédité, évidemment, les romans de Sade, plusieurs textes importants de Sade. Et moi, ce qui me frappe au peu que j'ai lu ces romans érotiques, que je trouve d'ailleurs parfaitement ennuyeux, c'est ils sont marqués par un déterminisme biologique absolu, si vous voulez. Mais celui qui a poussé le plus loin ce déterminisme à l'encontre de toutes ce qu'on pourrait appeler les censures morales, c'est Sade. Et alors là-dessus, j'avoue que j'ai lu 2 bouquins cet été, dont j'ai rendu compte d'ailleurs dans un article de Royaliste, dans mon article de Royaliste de rentrée, parce que j'ai fait la connaissance de quelqu'un que je ne connaissais pas, et j'en fais la confession publique parce que c'est une grave faute pour quelqu'un qui, qui a la prétention de suivre la vie des idées contemporaines. D'ailleurs, je vais oublier son nom, enfin ça me reviendra plus tard. Ce monsieur est un philosophe très dépendant de la pensée de Lacan. Et il publie depuis une 12aine d'années des livres qui sont, pour moi, fondamentaux. Enfin, je les ai découverts cet été, ces vacances-ci, tout à fait par hasard. En allant dans une librairie que je fréquente assez souvent, je suis tombé sur un livre qui s'intitulait L'état pervers, je crois. Et du coup, j'ai découvert un autre livre du même monsieur, dont il faudra que je retrouve le nom, qui s'appelle Le divin marché. Eh bien, ce personnage, ce philosophe, est celui qui, à ma connaissance, a été le beaucoup plus loin dans la découverte de Sade, dans la perversité de sa pensée, mais c'est aussi celui qui a établi avec le plus de force la correspondance de la pensée de Sade avec une certaine pensée libérale économique. Il montre que chez Mondeville et même le grave Adam Smith, il y a le même déterminisme psychologique. Le même déterminisme psychologique que chez Sade, et ce déterminisme psychologique privilégie, je dirais, certains réflexes proprement biologiques à l'encontre de toute censure morale, et ça nous donne la théorie du divin marché, parce que dans un monde qui a perdu toute transcendance et tout sacré, le seul sacré s'est réfugié dans l'économique. Donc c'est le marché qui du coup a récupéré toute la mise, et tout en fonction du marché. Et alors mon philosophe, il va falloir que je retrouve son nom, sinon tu vas le retrouver sur Wikipédia. Tu cherches le divin marché et eh bien, il montre que, par exemple, au moment de la grande crise de 29, aux États-Unis, le pays le plus puritain de la planète, on a découvert le mythe de la pin-up. Et c'est le mythe de la pin-up qui a permis, en quelque sorte, de relancer la consommation et donc l'industrie. Parce qu'il s'agissait d'utiliser toute la force de la publicité en se fondant précisément sur tous les réflexes sadiens et en les mettant au service de la production économique. Donc on a là quelque chose d'extraordinairement fort, et tous ceux qui font de Sade un révolutionnaire, ils ont peut-être raison dans un certain sens, mais ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ont les mains liées au plus formidable système d'exploitation qui se soit emparé de nos corps et de nos esprits.
C'est fleur bleue, ça. Oui, C'est politique, la fleur bleue. oui, exactement, je sais, c'est pour ça. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes capable est-ce que vous pouvez dater à peu près quand les Républicains ont récupéré Rousseau et Voltaire, comme vous nous l'avez expliqué? Ah ben ça, c'est dès la Révolution française. Ça, c'est dès le début de la Révolution française. Les clubs révolutionnaires, etc. C'est d'ailleurs le moment où on met Rousseau et Voltaire au Panthéon, si je ne m'abuse.